Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à Dimanche Politique. Dimanche Politique, un rendez-vous hebdomadaire co-organisé par Eden TV et Diaspora FM 102.3. Ce numéro se propose d'aborder l'actualité du communisme au Bénin, le communisme, son bilan et face à la gouvernance actuelle au Bénin et l'ambiance préélectorale. Vous le savez, le Parti communiste du Bénin n'a jamais participé à un gouvernement en République du Bénin, notamment depuis l'ère du renouveau démocratique, seulement en 1995. Il a réussi à envoyer un des siens au Parlement et depuis rien. Est-il au bord du gouffre ou carrément c'est l'apogée? Est-il prêt à entreprendre des réformes en son sein pour répondre aux aspirations démocratiques? Autant de questions que nous allons poser à notre invité tous les dimanches dans Dimanche Politique avec nous. James William Gbagidi qui, dans un premier temps, va lever un coin de voile sur la personnalité que nous recevons aujourd'hui. James, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Akad Benotin. Bonjour aux amis auditeurs de Diaspora FM, la 102.3, et bien sûr aux téléspectateurs de Eden Télévision. Nous recevons aujourd'hui une personnalité qui a fait un long parcours politique dans notre pays. Son nom, c'est Philippe Noudjenoumen. Il est né à Houégli en 1948. Aujourd'hui, il est professeur de droit public à la retraite. Il a effectué ses études notamment à Dakar, à Brazzaville et à Paris, Paris 1 Panthéon Sorbonne, la célèbre université bien sûr, où il a fini avec le titre de docteur en droit. Il est aussi titulaire d'une licence d'histoire obtenue à l'université de Paris 8. Il est expert également expert consultant sur les questions frontalières. Il a écrit notamment un livre sur les frontières maritimes du Bénin. Et à propos d'écrire, c'est un écrivain talentueux. Il est admis depuis décembre 1974 au sein de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques à Paris. Opposant de première heure au régime du général Mathieu Kérékou, le régime marxiste-léniniste bien sûr, il a subi les conséquences de cette opposition en séjournant en prison, séjour carcéral auquel il va mettre fin par une célèbre évasion de la prison civile de Porto-Novo en 1984. Il va entrer dans le maquis plus tard et y passer pratiquement 5 ans. Celui que nous recevons aujourd'hui est également et surtout membre fondateur du Parti communiste du Dahomey, Parti communiste, le PCD. Et il est aujourd'hui premier secrétaire du Parti communiste du Bénin. C'est le nom qu'a pris bien entendu le Parti communiste après la transformation du Dahomey en Bénin. Aujourd'hui, il est également président de la Convention patriotique des forces de gauche. Il était candidat non partant à la présidentielle de 2011 suite à l'invalidation de sa candidature par la Cour constitutionnelle. Celui que nous recevons, c'est donc bien sûr Philippe Noudjenoumen. Philippe Noudjenoumen, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Bonjour. Merci d'accepter donc notre invitation. Première chose, à l'arrivée dans ce studio, toute jeune télévision, jeune émission également, quelles sont vos premières impressions? C'est d'abord vous remercier de l'initiative et de cette entreprise qui est ouverte à tous les courants d'idées, si je vois bien ce qui se passe. Et c'est encore une fois pour vous dire merci de m'avoir invité sur votre chaîne aujourd'hui pour une telle émission. Premier pan de notre entretien, M. Philippe Noudjenoumen, c'est le communisme en Afrique au Bénin. Vous êtes le premier responsable d'un parti dont l'idéologie autrefois dominatrice dans une large partie du monde est carrément aujourd'hui en voie de disparition. Quel est votre sentiment, vous en tant que premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, votre sentiment maintenant qu'il ne reste que 4 pays se revendiquant du communiste dans le monde, dont un seul, la Corée du Nord, qu'il applique aujourd'hui qu'il applique rigoureusement, j'allais dire. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez posé une question qui nécessite un long moment de réponse. Je vais être synthétique. D'abord, le communisme, c'est une idéologie. Et les idéologies ne meurent pas. Une idéologie comporte à la fois la théorie et la pratique. Il peut y avoir de mauvaises pratiques, mais la théorie demeure toujours vraie. Alors, dire que le communisme est en déclin dans le monde, ça dépend de ce qu'on appelle le communisme. En fait, si l'on reprend la définition classique des fondateurs du communisme, notamment Marx, on définit le communisme par ce qu'on appelle, en disant, c'est, disons, les prémices réelles qui
qui abolisse l'état actuel, l'état d'injustice. Alors, si on prend dans le monde entier aujourd'hui ce qui se passe, c'est que l'injustice s'est accrue. Des milliards d'hommes ne trouvent pas à manger. Des gens sont en train de traverser les mers pour mourir dans les mers parce que leurs pays sont exploités par des puissances coloniales. Des jeunes sont en chômage par milliers, par millions, par milliards. Et des gens ne trouvent pas à manger, dorment sur les ponts, même sur le pont de la Seine en France. De plus en plus, j'ai fait une remarque, j'étais allé à Paris récemment, plein de Français de peau blanche, vraiment de souche, sont devenus des mendiants, mendient pour avoir un petit euro, un petit sou. Pendant que des gens accumulent des richesses immenses, pendant que les moyens de production sont devenus immenses, on produit plusieurs milliards de tonnes de choses qu'on détruit parce qu'on ne peut pas le répartir à tout le monde. En fait, les conditions de communauté sont de plus en plus réunies aujourd'hui. On veut quoi? Que tout le monde mange à sa faim, que chacun puisse manger à sa faim, que les biens produits par, disons le monde soient répartis et qu'il n'y ait pas certains qui en profitent et que nous meurent de faim. C'est ça le communisme. Tant que cette réalité existe, le communisme est vivant. Maintenant, en ce qui concerne la pratique politique. La gestion des affaires. Oui, c'est autre chose. Parce que justement, il est possible, vous savez bien que, quand on a vu, avant que la révolution bourgeoise ne s'impose, il a fallu des années de lutte entre la féodalité et la bourgeoisie. Ce n'est pas exclu que ce qu'on fait aujourd'hui là. Il a fallu, donc, il en faudra beaucoup d'années encore pour que triomphe complètement le communisme dans le monde. Parce que ceux qui ont intérêt au capitalisme aujourd'hui, ceux qui ont intérêt à accumuler des milliards pour eux-mêmes et leurs enfants, pendant que le peuple, les autres meurent de faim, ou qui détruisent entièrement la planète par leur gourmandise en détruisant les forêts, ceux-là n'ont pas intérêt à ce qu'on parle de communisme. C'est eux qui font l'ostracisme sur le terme communisme, qui est un terme très simple, que les gens ont diabolisé dans le monde entier. Et certaines, je ne veux pas dire, certains États, enfin pour dire, en ce qui concerne l'application, n'appliquent pas bien, c'est tout. Sinon, la réalité demeure la même. Et c'est ce en quoi j'estime que tout homme pensant qui veut le bien pour son prochain doit être, en fait, pratiquement communiste. Qui veut que son prochain mange. Qu'aujourd'hui, on est à la veille de la rentrée. Que des parents d'élèves sont en train de pleurer, ne trouvent pas un franc pour acheter des sacs d'écoliers à leurs enfants. Ceux-là veulent que, pendant que d'autres volent des milliards. Et ils s'en foutent pas mal. Et ils bombent les torses, ils disent, j'ai volé, qu'est-ce que vous voulez faire? Ceux-là, n'est-ce pas, qui souffrent doivent être d'accord avec nous. Le communisme est vivant. Et le communisme vivant, vous le dites, mais qu'en est-il au Bénin? Le communisme au Bénin, quel bilan pouvez-vous en établir depuis l'avènement du Parti communiste du Dahomey? Le Parti communiste du Dahomey, si vous posez la question à n'importe qui a au moins 45 ans, dira qu'il a fait beaucoup pour ce pays. Pendant qu'il y avait le PRPB, il a fallu des hommes qui croient, qui peuvent se battre en dépit des sacrifices pour vaincre, n'est-ce pas, cette autocratie. À l'époque, on prend un papier comme ça, un tract, ça vous amène à la mort ou disons, à la prison à vie. À la prison, disons, des Ségbana et autres. Il a fallu des hommes, des jeunes que nous étions à l'époque. On a embrassé ça, on dit non, on va vaincre cela. Et on s'y est jeté, corps et âme. En dépit des sacrifices que nos familles ont pu endurer. Des gens sont morts, les luttes Tobadia sont morts à ce niveau-là. Les Baparapés ont été enterrés pendant jusqu'au cou ici, sans parler del Victorien Laurent, au PLM à Lédio, où il a été enterré le jour même où il tirait la conférence. Tout ça, c'est des gens qui ont souffert pour arracher la liberté aujourd'hui. Donc, on a pu arracher la liberté. Quand je le dis sans fausse modestie, le PCD, au lieu du PCB, a été, disons, le parti qui a amené réellement, qui a aidé le peuple à amener la démocratie au Bénin. Et en 89, c'est sous la direction du PCB et de la Convention du peuple qu'on a pu arracher la liberté, on a fait la révolution en 89. Donc ça, c'est déjà un. On s'est toujours battu pour que les travailleurs soient bien, à tous les niveaux. Regardez vous-même, si vous prenez la CSTB, et avec les conquêtes importantes que les travailleurs ont acquis, n'est-ce pas, acquises par le biais de la CSTB. La CSTB alors, se revendique. Le PSTB, les dirigeants de la CSTB sont membres, enfin les principaux, du moins les premiers. On sont membres du PCD, fondateurs du PCD. Donc, pour dire que bon, tout ça a été ensemble. C'est connu ça, que les principaux, enfin ceux qui sont les premiers fondateurs de la CSTB sont membres du PCD. Alors, on a acquis beaucoup de choses. L'avancement au mérite, même tout ce qui a été fait au campus avec le Chinares, qui est affilié à la CSTB. Et si vous prenez Fulgence Afouda, il est membre du PCD. Donc, c'est pour dire ceci.
on a acquis énormément de choses pour ce pays, en matière de liberté, en matière de biens matériels, en matière de bien-être général, en matière de l'homme tout court. Le bilan est élogieux, je pense le dire. Et quiconque le nie, c'est ceux qui ne veulent pas voir la réalité en face. Monsieur Philippe Dienumé, comment expliquez-vous la régression de votre parti dans l'univers sur le plan électoral? Non, il y a deux choses. Le PCD ou PCB a toujours dit ceci. Nous avons au pouvoir deux classes, si l'on veut, mais unies en une. Il y a le pouvoir de la classe de la bureaucrate et ceux qu'on appelle les hommes d'affaires. C'est en un. D'ailleurs, vous verrez bien tout à l'heure, quand on arrivera au candidature, vous verrez comment ça se passe. On a les deux classes s'entre-déchirent entre les bureaucrates et les hommes d'affaires. Bien, donc, ceux-là, ils n'ont pas intérêt à ce que... Et ceux-là, cette classe a été formée par le colonialisme, par les Français, qui, en partant, ont mis un chapeau qui empêche le développement de ce pays, qu'on appelle pacte colonial. Et il faut toujours que ce système perdure. Et c'est eux qui sont Il existe encore aujourd'hui, ce système? Absolument. C'est en 4 éléments, je vais vous les citer rapidement. Pacte colonial. 1. La langue française doit être la langue de l'enseignement à tous les niveaux. La langue de la justice, alors que le peuple est l'alphabet. 2. La monnaie CFA. 3. Tous les biens, toutes les entreprises publiques, doivent être d'abord propriété de la France. 4. Les richesses minières doivent d'abord être celles de la France. C'est ça qui est cité, qui est dit, un pacte secret qui existe depuis 1960, que toutes les anciennes colonies françaises ont adopté. Ceux-là, c'est eux qui sont encore au pouvoir depuis jusqu'aujourd'hui, 55 ans après. Et si le voyez, ils défilent à travers les générations, les mêmes, toujours reçoivent des ordres de Paris. Vous voulez dire que... Alors, il ne faut pas accepter que le PCI a commis pour... Tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays travaillent en respectant strictement ce pacte colonial. Malheureusement, tous les chefs d'État, et je pèse mes mots, tous les chefs d'État, pratiquement de toutes les anciennes colonies françaises, sauf la parenthèse de Sékou Touré, répondent des ordres de Paris. C'est tout. Donc c'est comme ça que c'est passé. Et avec ça, on ne peut pas accepter que nous, qui nous sommes battus, qui nous voulons effectivement patriotes, que ce pays se développe en comptant sur les pauvres forces et en allant de l'avant, on ne peut pas accepter que nous on émerge. Et ils ne combattent pas tous les moyens, pas tous les réseaux qui existent dans ce Bénin. Vous ne les ignorez pas, vous, les jeunes, vous avez... Voilà, ça existe. Et ils font tout en déployant toutes les formes de pression et de moyens de répression. Quelles sont ces formes de pression? Mais il y a d'abord... Comment est-ce que le pacte colonial a contribué à la régression de votre parti? Oui, non, je parle du pacte colonial parce que tous les dirigeants de notre pays répondent du pacte colonial. On peut remettre ça en cause. Il y a la langue française, il y a la monnaie, il y a que les entreprises doivent d'abord être prioritairement données à la France. Le cas de Bolo, tout à l'heure, on va en parler. Donc tout ça fait qu'ils répondent de là. Et tous ceux qui sont contre, il faut les marginaliser, il faut les mépriser. Ils méprisent systématiquement toute pratique qui va à l'encontre de ça. Mais vous parlez, vous faites des déclarations, vous sortez des lettres ouvertes de façon saisonnière. Nous avons conquis ça en 89 par le sacrifice qu'on a fait. La liberté pour tous de s'exprimer, de donner notre opinion, d'adorer le Dieu qu'il veut, a été conquis par nous. En temps, même les catholiques avaient été réprimés par le régime PRPP. Nous avons défendu à l'époque quand ça a été arrêté. On dit non, c'est pas possible, laissez les gens adorer le Dieu qu'ils veulent. Donc c'est ça, on a arraché cette liberté. Vous voulez dire que le Parti communiste n'a pas de responsabilité dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire ce recul progressif dans l'électorat? D'abord, je ne réponds pas au recul. Il n'y a pas de recul. Et pourtant, vous avez eu des députés. Vous avez eu un député et aujourd'hui, vous n'en avez pas. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de recul. Il faut vous dire la vérité, il n'y a pas de recul. Parce que, le recul, ça s'analyserait en quoi? En suffrage électoral? Non. Aujourd'hui, vous-même, vous dites tout le temps sur vos presses, vos antennes, est-ce qu'il y a élection au Bénin? Il n'y a pas d'élection au Bénin. Il y a la sélection par l'argent. Enlever l'élection, ajouter S, vous voulez que ça fait sélection au Bénin. Il n'y a pas d'élection au Bénin. C'est pas l'argent désormais. Il n'y a pas de programme que les gens suivent. Et il faut avoir tous ceux qui sont aujourd'hui députés ou qui ont quelque autorité politique, ils ont dû voler d'abord quelque part le pays. Et on fait un butin de guerre pour se faire élire. Regardez tout. Si vous passez en revue tous les éléments, pratiquement, peut-être quelques rares exceptions.
Mais vous passez en revue tous ces éléments, vous verrez qu'ils ont été tous des éléments qui ont volé à un moment donné, qui ont des comptes à rendre au pays et qui sont acculés. Donc, un butin de guerre pour se faire élire. Nous n'êtes pas dans ce sillage-là. Du coup, il n'y a pas de moyens financiers. Et comme l'élection, c'est l'argent, donc en fait, c'est une plutocratie qui est au pouvoir. C'est le vote de censure, sans idée, qu'on élimine les gens par l'argent, la fortune. Du coup, nous sommes éliminés. Quand vous parlez de sélection, est-ce que c'est le peuple qui sélectionne? Parce qu'à une élection, c'est le peuple qui va aux urnes, il vote pour son candidat. Oui, et vous votez aussi, Aujourd'hui, le peuple, ce que j'ai vu aux dernières élections législatives à laquelle nous avons participé, en fait, le peuple a été drogué par l'argent. Ils ont jeté une masse, à un moment donné, à un moment très court, une masse énorme d'argent sur le peuple. Et où le frère ne connaît plus le frère. Et où on est décidé de devenir comme des chiens enragés. C'est comme des animaux qui ont été encagés et affamés, à qui on donne quelque chose à manger, les gens courent là-dessus. Vous avez les traces de cet argent-là? Mais massivement. Ils ont dit massivement. Ils en sortent avec de l'argent, des centaines de millions, même milliards. Des gens qui se gaussent d'avoir volé 2 milliards de l'eau, ils font camper avec des milliards. Et ça, je l'affirme. Est-ce que des gens se gobergent vraiment d'avoir volé l'argent de l'eau? Est-ce que plutôt ils ne se défendent pas de n'avoir jamais pris ce qu'on colle comme... Dès lors que vous êtes ministre, entre parenthèses, et que sous votre responsabilité, des choses comme ça ont été donc, commis, quel que soit vos choses, vous ne pouvez pas vous déresponsabiliser, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, vous devez répondre. Nécessairement. Ça veut dire que, et encore, lorsqu'on apprend ce type-là, il dit publiquement à la télévision, en quelque part donc chez lui là-bas, est-ce que Yaïboune est fini? On dit non. Donc tant que Yaïboune n'est pas fini, et Kassa n'est pas fini. Autrement dit, il y a eu un accord terrible circuit entre les deux. Et donc ils sont en train pour voler l'argent. Il a dit ça publiquement, il est sur la télévision. C'est sérieux, vous voyez. Le bénécourt des dangers, quand je vois ce qu'il y a comme souffrance dans ce pays, les parents qui ont la veille de les élections, de la rentrée, ils ne savent pas comment faire. Les cahiers ne peuvent pas acheter les cahiers aux gens. Et ils souffrent là. Et voilà quand des milliards se dessinent et que les gens se gossent de l'eau comme ça. L'eau pour le peuple là a été volée, est-ce normal? Et ça, ils sont fiers. Et ils ont voté au Parlement. Tous les éléments liés au FCBE ont voté 100%. Sur directive donc, du chef de l'État. Donc c'est ce qui a été fait. Alors voyez-vous, c'est grave pour ce pays. C'est pas moral. C'est ça que refuse le PCB. Avec ça, on ne peut pas dire que nous avons reculé. Non. Même s'il n'y a pas d'élection, parce que les élections, c'est de l'argent, le PCB a encore de beaux jours devant lui. Est-ce que justement, il n'y a pas de réformes à opérer au sein du PCB pour que le parti puisse quand même reprendre au niveau de l'électorat un peu plus de Aujourd'hui, et je vous le disais tout à l'heure, il n'y a plus d'élection au Bénin. La preuve qu'il n'y a plus d'élection au Bénin, c'est que on place désormais comme candidats aux élections prochaines ceux qui sont les plus gros financiers. Voyez-vous, il n'y a pas d'élection. Donc on cherche les plus gros pour contrer le plus grand. En matière de quoi? D'argent. Pas en matière de programme, malheureusement. En matière d'argent. Mais ça ne peut pas marcher comme ça dans un pays. Est-ce que c'est la faute aux politiciens, puisque le système, lorsque vous-même vous avez un métier, par exemple au stade de l'amitié de Cournou, et vous demandez au peuple de se joindre à vous, il n'y aura personne. Mais la plupart, lorsqu'on leur donne 1000 francs à 2000, ils ont été habitués. Mais ils sont affamés d'abord. Vous savez, le peuple est affamé. Le minimum même est arraché au peuple pour trouver même 1000 francs. Vous voyez combien, quel est le niveau aujourd'hui de revenu béninois? Il faut à peine, disons, $2 par jour, plus de ça, en moyenne. Alors, on lui donne 1000 francs, il va prendre. Certains ont débarqué des fois du Nord, on les loge, disons, au terrain des sports, on ne peut pas pour les faire partie, ils se révoltent. On ne leur dit même pas pourquoi ils vont à Cotonou pour manifester. Mais nous, on n'a pas cet argent-là pour ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas éthique pour un pays. On court tout droit vers le mur. Mais cette morale-là, où c'est l'argent qui détermine tout, on court tout droit vers le mur. Mais vous n'avez pas répondu encore à la question de mon confrère qui vous demandait est-ce que vous envisagez des réformes? Non, c'est pas les réformes. C'est que tu peux dire quoi? Aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas moyen de s'en sortir que par la révolution. Par la révolution. C'est-à-dire qu'il faut que le système change. Il faut faire une rupture. Une rupture quelque part. Oui, sans rupture. Si on laisse le mode actuel de fonctionnement se perpétuer, on va tout droit dans le mur. Je crains des affrontements. Alors, il vaut mieux qu'il y ait une bonne révolution qui se passe relativement pacifiquement
et qu'on change le système pour qu'il y ait chose. Pour qu'il y ait, parce que ce qui se passe là, non. Nous sommes à l'ère du renouveau démocratique et normalement, le Parti communiste devait avoir une certaine devait changer son idéologie et s'accommoder aux valeurs démocratiques. Pourquoi vous restez confiné dans votre idéologie et refusez cette ouverture? Nous sommes les pères du renouveau actuel, il faut le dire. Je le dis, nous sommes les pères du renouveau actuel. Les libertés pour lesquelles on s'est battu. Si vous voyez le programme qu'on a pour les élections législatives, c'est démocratique. Il n'y a rien de communiste. Enfin, rien. C'est le patriotisme en œuvre que nous développons aujourd'hui. Parce que pour parler de communisme, il faut d'abord avoir produit pour penser à la répartition. On n'a pas produit. Il y a ce qui est produit encore infime. Le film est encore volé par une petite classe qui vole tout. C'est encore le problème. Nous voulons d'abord qu'il y ait production, qu'on libère les forces productives. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Qu'on laisse que les Béninois produisent chez eux, qu'on donne la liberté de produire aux hommes d'affaires béninois. Empêche-t-on les Béninois de produire à l'heure actuelle? Absolument, s'il vous plaît. Comment? Un exemple tout à fait simple. Lorsque vous avez un plan, que les gens veulent privatiser les entreprises publiques, ils ne pensent pas aux Béninois, hein. Ils pensent aux étrangers. Non, mais peut-être parce que c'est toujours le mieux d'offrant qui... Non, généralement, les Béninois, des hommes d'affaires béninois, certains ont des moyens, effectivement, de pouvoir, ils ont la même surface technique et financière, pour pouvoir prendre en charge les entreprises nationales et privatisées. Mais non, on va aux étrangers, dans le pacte colonial. Et généralement, c'est aux Français qu'on va. C'est un phénomène qui respecte l'une des clauses du pacte colonial. Oui. Ben c'est ça. Alors du coup, le Béninois est resté un peu comme disons, dépendant. La force de travail est ligotée. Il y a des milliers de chômeurs parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Il faut bien qu'il y ait des entreprises béninoises qui recrutent les jeunes qui sont en chômage. On ne veut pas en créer. En même temps que vous proposez que des Béninois, des hommes d'affaires béninois prennent donc les grandes entreprises qui sont en voie de privatisation, qui sont privatisées, vous êtes quand même contre le système de privatisation. N'y a-t-il pas là un paradoxe? Non, il n'y a pas de paradoxe. Parce que voici. Et il y a certaines entreprises pour lesquelles nous estimons qu'il faut partenariat public-privé. Là, c'est une évolution du système communiste. Non. Si vous avez vu, la NEP en Russie, de Lénine, la NEP en 1917 jusqu'en 1921, c'est quoi? C'est la NEP, la nouvelle politique économique. C'est l'association entre des bourgeois russes et le capital, disons, et l'État. Donc il faut ça aujourd'hui. Mais lorsqu'on arrive là, il faut que l'État ait toujours ce qu'on appelle même la minorité de blocage dans toute entreprise stratégique, que l'État détermine la politique, mais qu'il y ait association avec le privé. Mais quand je vais au privé, je parle au privé d'abord béninois et pas étranger. C'est lorsque le béninois sera incapable, par sa situation financière ou technique de le faire, qu'il ferait appel à l'étranger. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est là notre politique. C'est ça. Donc, nous sommes pour aujourd'hui ce qu'on appelle la libération de la force de travail. Il faut libérer la production au Bénin pour que nos jeunes travaillent. Et pour libérer cette production, vous pensez qu'il faut forcément passer par la révolution. Cette révolution va prendre quelle forme? Vous avez vu devant vous-même le peuple burkinabé donner l'exemple. On avait dit en tant que, on a vu les peuples arabes, on dit, oh, ils sont trop loin, les Noirs sont trop heureux, ça n'ira pas. Brusquement, en octobre 2014, on voit que près de nous, des Noirs ont montré qu'ils peuvent faire comme les Arabes, du Tunisie, d'Égypte. C'est très beau cela. Et là, ce qui s'est passé récemment, enfin, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, au Burkina Faso, quand on peut en parler, c'est merveilleux pour les peuples africains. Mais chaque pays avec ses réalités, on parlera du Burkina Faso tout à l'heure, mais si nous parlons du Bénin, vous parlez d'une révolution, ce n'est pas le même schéma. Le président de la République, il est élu légalement et la plupart des révolutions, c'est face à des chefs d'État qui refusent de partir et qui changent, qui torpillent la loi fondamentale pour s'éterniser au pouvoir. Il y a des moments même, comme disons en Égypte, il restait un an pour finir, pour la renverser. Donc, oui, mais on savait très bien qu'un an après, du moins à la fin de ce mandat, il allait se représenter ou alors il allait présenter son fils Gamal qui allait lui succéder. C'est possible, mais c'est pour dire quoi? C'est tout le système béninois qui est en cause.
qui est représenté aujourd'hui par le gouvernement de Yahya Boni. Le système béninois, c'est un système qui est né de la colonisation française depuis 1960, qui reste le même, qui change à travers des hommes, des partis par-ci par-là, tous répondent de Paris. Yahya Boni n'est qu'un avatar du système actuel. Et donc, il faut changer ce système entier, sinon on ne sera pas développé au Bénin, comme d'ailleurs dans plusieurs pays francophones, qui sont ligotés par le franc CFA, par exemple, où vous produisez, les gens gardent les fruits de la production dans leur pays. Et où la France, vous achetez quelque chose là, et vous mettez un papier, et que vous dites, on vous doit en terminer. Alors, on va où avec ça? Et où notre propre argent qui est au CFA, on nous le repasse encore, comme fonds de prêt. C'est une honte, l'arnaque. C'est une arnaque, n'est-ce pas, le franc CFA. Qui veut changer ce système, alors que ce sont les gouvernants qui décident au nom et il faut les renverser, ceux-là qui ne peuvent pas changer. Il faut les renverser, c'est tout. C'est la révolution, non? Il faut la révolution. Est-ce que le peuple béninois est mature pour arriver à cette... Je ne sais pas, parce que je ne suis pas un devin. Il ne peut pas dire aujourd'hui que ça se fera demain ou après-demain. Non. Un jour, l'autre, il faut qu'il en arrive là, sinon il n'y aura pas de changement. Sinon, il n'y aura pas d'emploi pour les jeunes. Sinon, il n'y aura pas d'emploi pour les femmes. Il n'y aura pas de vente dans les marchés. Sinon, il n'y aura rien chez nous. Sans ces évolutions, cette classe-là qui est là, qui c'est l'argent pour distribuer et se fait élire. Des gens qui ont des comptes à régler avec des comptes à rendre au peuple. C'est eux qui volent, qui se font élire. Non, mais écoutez, on va où avec ça? Il faut qu'un jour ça change. Ça dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, peut-être. Je ne suis peut-être pas vivant, mais ça aura lieu un jour. Puisque nous en parlons, pensez-vous que partout il y a eu des révolutions, notamment en Afrique, et que la France ne tire pas la ficelle jusque-là? Écoutez, et la France ne faut pas une révolution. La France tente de récupérer chaque fois des révolutions, c'est tout. Il ne faut pas une révolution. Quand elle voit qu'elle est en face du peuple se lever, elle essaie de récupérer ça. Comme ils ont fait exfiltrer l'esprit dont on parlait, c'est la France qui l'a fait. Et comme ils essaient de rattraper les choses, quand ça vient, ils essaient de s'adapter, de rattraper, c'est tout. Mais ce n'est pas elle qui provoque la révolution, c'est contre elle, généralement. Mais c'est toujours là de se rattraper, c'est tout. Mais on a l'impression que vous faites souvent des propositions, vous m'excusez, irréalisables. Parce que l'année prochaine, il y aura aux élections présidentielles. On va élire un autre président de la République qui va continuer à gérer le pays. Mais comment voulez-vous qu'on fasse cette révolution dans un processus démocratique, M. Philippe? Écoutez, c'est-à-dire que le processus au Bénin n'est plus démocratique. Non. De ce que j'ai vu la fois dernière, les élections législatives ne sont plus en démocratie. C'est-à-dire que le peuple soit souverain, non. Non. Puisque la démocratie, c'est d'abord le peuple souverain. Or, le peuple n'est pas souverain. Le peuple est devenu un objet qu'on manipule à leur guise. Que certains, très riches, parce qu'ils ont volé suffisamment. Ceux qui ont été élus n'ont pas contesté les résultats. Manipule allègrement. Le peuple n'est pas souverain. Donc, notre démocratie a été vidée complètement de sa substance démocratique. Donc, du peuple. Aujourd'hui, on est en face d'une plutocratie. C'est-à-dire le gouvernement du plus petit nombre de riches qui font tout. Nous allons parler du Parti communiste dans la gouvernance politique au Bénin. Le Parti communiste n'a jamais participé à l'action gouvernementale. On se souvient qu'un ministre, en tout cas un membre du Parti communiste aurait pu être ministre sous le président Nicéphore Soglo, c'était Magloire Nyansounou. Il avait, sous instruction du parti, décliné l'offre. Le Parti communiste n'est-il pas un parti de gouvernement? Pourquoi n'accepte-t-il pas d'accéder aux hautes fonctions dirigeantes? Le Parti communiste est un parti de gouvernement. Nous avons dit d'ailleurs, la question de pouvoir est une question essentielle pour nous. Nous voulons le pouvoir, absolument. Parce qu'il faut le pouvoir pour le peuple, pour changer la situation actuelle. Et vous voulez le pouvoir pour vous seul? Non, attendez. Et ce pouvoir ne peut se faire que par, disons, la réappropriation par le peuple de son pouvoir, donc avec nous en tête. C'est ce que nous souhaitons. C'est ça. Donc, par rapport à ça, nous sommes un parti de gouvernement, si l'on veut. Mais pas de n'importe quel gouvernement. Nous ne sommes pas un parti de gouvernement d'éléments apatrides qui répondent des ordres de l'extérieur, non. Nous voulons être le peuple, nous voulons être le gouvernement, enfin, membre du gouvernement, qui répondent devant son peuple à lui, de ses exigences, qui l'écoute. Et lorsqu'on l'interpelle, il dit oui, voilà ce qu'il fait. Et nous allons rendre compte chaque fois, toutes les semaines, à l'Élysée. Non. Nous voulons être dans ce gouvernement. Or, depuis 60, il n'y a jamais eu un gouvernement qui réponde devant son peuple à lui. Généralement, on les fait désigner dans les coulisses par l'Élysée et ils doivent rencontrer régulièrement à l'Élysée. On ne veut pas être membre de ce gouvernement-là. Maintenant, nous avons, même à un mois, effectivement, on avait voulu voir qu'avec Soglo, il y avait un certain frémissement patriotique avec Soglo en 1995. Et nous avons décidé de faire alliance avec Soglo. Donc il y a eu la fameuse alliance PCB-RB de 1995
qui nous a d'ailleurs coûté le fait que notre seul député de Cotonou a été invalidé, a été, ils ont annulé les élections pour le faire, chose. Donc, on a voulu faire alliance avec ce groupe sur lequel on voyait le patriotisme. Bon. Et on a avancé des propositions qui n'a pas voulu suivre entièrement. J'avais sur les propositions de nous, il n'y a pas eu le retour de Kélékou en 1996. Kélékou qui incarne bien évidemment, disons, la France-Afrique, vraiment en Afrique, au Bénin. Donc, on a dit non, on veut l'aider, on a fait l'alliance. On veut aller au gouvernement. Et s'il vous plaît, on avait demandé 4 ministres pour le gouvernement. Par exemple, on dit à Soglo, j'étais membre de la délégation qui a négocié avec Soglo, et l'alliance PCB-RB, disons mai 1995, on dit voilà, si ça, nous voulons 4 ministres au gouvernement. Il est encore vivant, Soglo. Interroge-le. Soglo, après, il nous a joué. Il dit non, et puis il nous a donné un ministère. Bon, d'accord, ministère de la justice, dans la personne de Magouane Yassoum. On était d'accord. Mais il faut, parce que le ministère de la justice gère les libertés au même titre que le ministère de l'Intérieur. Il y avait là un élément, disons, réactionnaire, un élément, disons, antidémocrate. Antoine Alabik Benno. Oui, on dit enlevez-le. C'est tout. On n'a pas voulu l'enlever, on est parti. C'est tout. On voulait être au gouvernement. On avait demandé même 4 ministères. Autre chose. Depuis 1995, plus aucune participation dans un gouvernement qui s'est passé. On ne vous sollicite pas ou bien. Voilà, et je vais vous donner, ça c'est un peu, c'est pas un secret, les gens savent. Lorsque le président Yahi Boni, candidat Yahi Boni de 2006, avait donné des mots d'ordre, ça peut changer, ça doit changer, ça quoi encore? Ça va changer. Bon, on l'a approché. Nous l'avons approché. Ah, c'est bien ça. Non, j'ai dit non. Ah, on est d'accord avec vous. Et on lui a demandé, quand ils sont passés les 2 au second tour, c'est-à-dire Adrien Mbedi et Boni, nous avons demandé à les rencontrer. Le président, comme Mbedi, comme d'habitude, nous a méprisés. Il a dit non, comme toujours d'ailleurs. Yahi Boni a envoyé, était en campagne à Parakou, il a envoyé quelqu'un de ses membres de sa campagne électorale. C'était à l'époque sous le type de porte-nouveau là. Je vais plus son nom, je vais plus ça. Donc, il a envoyé. Et on a discuté ensemble le 12 mars 2006. 2006, oui. Et donc, pour voir ce qu'on va faire ensemble, s'il est élu le 19 mars, qui va suivre. Une semaine avant le second tour. On a montré notre programme. On a discuté ensemble avec les choses. Et à la fin, il me dit ceci, ah oui, je verrai bien s'il est élu notre candidat, mais le point sur lequel on n'est pas d'accord avec vous, c'est le point sur l'instruction en langue nationale. Il dit, ah bon, pourquoi? Et Badarou Souley, voilà, Badarou. Issa Badarou Souley. Voilà, Souley. C'est lui. Donc il dit non, ils sont tous vivants pour témoigner. Il dit, mais non, que lui, il n'est pas d'accord. Bon, il va informer son candidat, s'il est élu, mais que le point là, il n'est pas d'accord. Quel point il n'est pas d'accord? Il dit, le point sur l'instruction en langue nationale. Il dit, mais comment? C'était normal, non? Il n'y a pas de peuple élu, pardon, de peuple développé, qui le fasse en langue étrangère. Non. C'est pas possible. Il doit trouver quelque chose qui ne va pas. Un peuple s'instruit d'abord dans sa langue. On peut avoir des génies individuels qui s'instruisent dans la langue d'autrui, comme nous qui avons étudié en France, d'accord? Mais le peuple en entier ne peut se développer qu'à travers sa langue. Les Russes, c'est en russe. Les Slovènes, 2 millions d'habitants, c'est en slovène. Mais nous n'avons pas de langue fédérative. Et nous avons de langue fédérative, si vous voulez. C'est-à-dire que, et quand je prends le cas de la Russie, ils ont près de langues dans cette vaste Russie. Et en Afrique du Sud, ils ont 11 langues officielles, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous au Bénin ici, il a dit que on a combien de langues? On dit, bon, pour nous dénigrer, on dit oui, vous avez 54 langues. Je dis c'est faux. Nous n'avons pas 54 langues au Bénin. Nous avons 54 et parler dialectaux. Or, les parlers dialectaux peuvent se regrouper en familles linguistiques. Si on prend le cas actuellement du Mari, du Fon, du Goum, du Seton, de Haïzo, de Kotafon, eh bien, c'est la même langue. C'est pas là, c'est la même langue, ça. Si on parle le cas de Hadja, le Wati, c'est la même langue. Du coup, on a à peine, si on regroupe les parlers dialectaux par grands groupes familiaux, on aura à peine 10 langues au Bénin.
Monsieur Philippe, Alors, nous, Djenmé, vous nourrissez toujours l'ambition de conquérir un jour le pouvoir, absolument. le pouvoir d'État. Et vous savez Absolument. très bien que depuis la conférence nationale des forces vives de la nation, aucun parti politique n'a réussi à faire élire un de ses membres ou son leader au pêchoir. C'est toujours des gens qui sont portés par des regroupements politiques. Et les partis qu'on qualifie de grands, le PRD, la RB, le PSD, parfois s'associent pour faire des choses. Aujourd'hui, pensez-vous que le PCB est en mesure de conquérir à lui seul le pouvoir d'État ou envisage-t-il pourquoi n'envisage-t-il pas de s'associer avec les autres formations politiques pour conquérir le pouvoir d'État? Nous sommes ouverts à l'association avec les autres formations politiques. C'est eux qui ne veulent pas. Parce qu'il y a un minimum sur lequel on se définit, on peut aller ensemble. J'ai dit déjà qu'on a fait à 40 ans que la RB, entre-temps. S'il y a des partis qui ont de telles tendances aujourd'hui, nous sommes prêts à faire alliance avec eux. Mais aujourd'hui, malheureusement, il se fait que quoi? Que nous avons, si vous voulez, il y a 100 partis au Bénin, ce que vous voulez. Tous les 100 ont les mêmes programmes. Seul le PCB a le programme différent. Si vous voyez vous-même, analysez tout ça. Ce qui fait que d'ailleurs, quand les gens parlent, les journalistes parlent de nous, là, on dit non, on ne parle que des autres. Il y a les partis n'ont qu'un programme au Bénin. Ils font oubli, ils font impasse sur le PCB. Effectivement, ce PCB qui est le seul parti, qui a un programme qui est différent de tous les autres programmes réunis ensemble. Mais si nous sommes prêts, ouverts à faire des alliances pour que ce pays se développe, pour la question du chômage, pour tout ça, nous sommes prêts, nous sommes ouverts. Comment vous pouvez dire que les autres partis n'ont pas de programme? Il y a la formation Alliance ABT, au moment où elle allait aux élections présidentielles, avait quand même rendu public. Regardez les programmes qui sortent, regardez, comparez les formations politiques. Regardez les programmes. Il y a un virgule ici, démocratie ici, et libéral ici. C'est pratiquement les mêmes mots qui sortent. Mais un programme qui dit ceci, nous voulons que le franc CFA soit revu en plus. Nous voulons que nos producteurs nationaux soient ceux qui prennent en charge nos entreprises publiques d'abord prioritairement. Nous voulons qu'il y ait l'instruction dans la langue maternelle. Vous ne voulez pas ça dans aucun programme. Nous voulons que le peuple se nourrisse. Avez-vous vraiment consulté tous les programmes de ces centaines de partis? Je vous dis, c'est mon devoir, ça, non? D'abord, je suis constitutionnaliste, donc je suis tous les programmes tels qu'ils sont. Et je lis tous les journaux, pratiquement les plus grands journaux, pas tous les jours. Je vois leurs tendances, je vois ce qu'ils veulent dire. Quand il y a tel, je dis, il veut faire ceci. Je le sais avant. C'est tout. Moi, je sais comment vous savez. Vous croyez que c'est pas. Parlons maintenant de la participation ou non du PCB à la prochaine élection présidentielle. Le Parti communiste du Bénin a-t-il au programme de participer à la prochaine présidentielle? Nous avons fait une déclaration, et pas une déclaration, c'est-à-dire nous avons tenu sur la question d'un plénum du comité central de notre parti, en date du 15 août 2015, qui dit ceci. Une déclaration a sanctionné ce plénum-là, qui dit ceci. Rien, en résumé, rien de bon ne sortira des prochaines élections présidentielles de 2016. Rien de bon pour le peuple. Non. Au regard de l'expérience qui vient d'être accumulée, au regard des élections législatives, communales, municipales et locales qui viennent de se dérouler, et ce que nous avons vu sur le terrain, rien de bon ne sortira pour ce pays l'année prochaine. Et pourtant... parce que justement, qu'est-ce qui va se passer? Si la même logique, c'est des gens qui ont accumulé, qui vont se faire élire, qui font les mêmes choses que les anciens. C'est tout, il n'y a pas de changement. Du coup, pour nous autres, là, on estime que par rapport à ça, nous ne sommes pas, disons, partie prenante des prochaines élections présidentielles en tant que candidat. Non. Nous disons au peuple, occupez-vous de vos problèmes. Ils vous méprisent. Ils accumulent de l'argent pour vous tromper. Est-ce que ce n'est pas parce que votre candidature avait été invalidée en 2011 et que les raisons de cette invalidation ne sont pas totalement sûres et que vous craignez peut-être qu'elles reviennent et que... Non, c'est également l'occasion de nous expliquer pourquoi votre candidature était invalidée. Nous aurions voulu les mettre encore à l'épreuve. Non, ce n'est pas pour ça. C'est que, voyez-vous aujourd'hui, il n'y a pas d'élection au Bénin. C'est la fraude, c'est la distribution massive d'argent, c'est disons, on drogue notre population par l'argent qu'on leur verse parce qu'ils ont été affamés. Non, mais il ne faut pas ça. C'est pour ça que nous ne voulons pas partir de cette mascarade-là. Et notre démocratie est entièrement fourvoyée
pas l'argent. Ce que vous appelez mascarade aura bel et bien lieu en 2016. Et si l'on veut... c'est encore plus compliqué et dangereux pour le parti PCB de croiser les bras et de ne pas participer au prochain débat électoral. Nous participerons au débat. Sous quelle forme? Nous passerons nettement au débat. Puisque, écoutez, aux dernières élections, et les nous avons déjà diffusé un programme que tout le monde connaît. Nettement. Le programme est là. Alors, et ça ne change pas si on va aux élections présidentielles, ça ne changera pas. Le même programme. On va le diffuser largement encore prochainement. On dira au peuple, voilà le peuple béninois, ne vous laissez pas distraire par ceux-là qui sont rassasiés. Comme on dit chez nous là, c'est deux personnes rassasiées qui rient ensemble. Ne riez pas ensemble avec eux parce qu'ils sont rassasiés, vous êtes affamés, vous. Allez, battez-vous pour vos problèmes. Luttez pour vos propres revendications, pour vos conditions réelles. On vous donne 1000 francs aujourd'hui et on vous enseigne pendant 5 ans. Non, évitez ça. On va leur dire ça. On doit les voies et moyens pour leur dire largement, même sans être candidat. Mais alors, vous allez comme participer à une campagne électorale absolument, sans être candidat? Bien sûr, et en étant absentiste, pourquoi pas? C'est aussi le mot de participation. On bat campagne pour séduire son électorat. Vous avez... Nous allons sur le terrain. Vous dites que vous n'allez pas dans cette embuscade. Donc vous allez prendre, vous serez dans l'étoffe d'éducateur en ce moment-là. Vous allez orienter le peuple. Nous orienter toujours, on essaie d'éduquer autant que fait le peuple. Mais il faut dire que souvent, on est débordé par la masse d'argent qu'on déverse. On est débordé aussi par la faim qui tenaille les ventres des pauvres qui n'ont rien pour... Oui, justement, vous allez appeler le peuple à ne pas aller à cette élection. Vous êtes abstentionniste et pourtant il y aura bel et bien des élections, il y aura un résultat, il y aura un président. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Oui, si vous voulez. Nous verrons bien que celui-là sortira bientôt. Il sortira affaibli avant d'être élu. Il nous verra en face de lui. Et il nous verra être porte-parole du peuple, il verra que lui ne fera pas grand-chose. Différent, vraiment, fondamentalement, de ce qu'il y a Iboni à faire. Non. Vous regardez ce qui se passe. Kélékou, quelque fois. Qu'il y a Iboni à faire de pire, qu'il y a Iboni à faire de pire, d'accord, Kélékou. Pensez-vous que le peuple vous écoutera? Parce qu'il y a chaque année, à chaque élection, c'est les mêmes choses qui se passent pratiquement. Vous faites des déclarations, des sorties médiatiques, mais in fine, on a toujours ce qu'on a obtenu. Oui, mais écoutez, vous avez vu ce qui est passé au Burkina Faso. Pendant 27 ans, ils ont fait ça. Ça a changé pour moi. Un jour arrivera où le peuple... Ça n'a pas encore changé. Ça va changer. Le Blaise est parti. Bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Oui, bon, là-dessus tout à l'heure. Ce qui est demandé est parti. Le reste va se poursuivre. Un peuple n'est pas stationnaire, un peuple a évolué par rapport à ses exigences et à ses problèmes. Et chaque problème est résolu par ce qui est demandé par le peuple à un moment donné. Ce qui est demandé, c'est le départ de comparer, ils l'ont obtenu. On va poursuivre ce débat. Vous estimez que ce qui va se passer en 2016, c'est rien de bon? C'est rien de bon pour le peuple. Pour le peuple. C'est bon pour ceux qui sont au pouvoir, non? Ils vont continuer à voler. Mais pour le peuple, rien de bon ne sortira. Voilà, mais ce qui va se passer en 2016 intéresse plus d'un. Aujourd'hui, il y a plus de 70 intentions de candidature. Et parmi ces intentions de candidature, il y en a qui émanent des opérateurs économiques. Vous, premier secrétaire du PCB, Parti communiste du Bénin, quelle est votre lecture de cette nouveauté? Oui, en attendant sa confirmation. Oui, bon. Je vais commencer par dire tout à l'heure quelque chose. Nous avons deux classes sociales, mais unies en une seule, finalement, qui gouverne le Bénin. C'est ce que nous appelons la haute bourgeoisie, mais en sa fraction bureaucratique et sa fraction comprador, donc homme d'affaires. Les deux ont la même mise sur l'appareil d'État. Jusque-là, ceux qui m'appellent compradors, qui sont des hommes d'affaires, ils télécommandent leurs décisions par des bureaucrates qui sont au pouvoir, président, ministre. Or, jusque-là, ils ont été des télécommandes. Que le président Yangouboudia a traité de non vertueuses. Bon, donc, ils télécommandent de loin. Mais ils ont vu qu'ils ne sont pas satisfaits. Puis ils veulent eux-mêmes venir directement désormais. C'est l'échec de la classe bureaucratique. C'est l'échec de ceux qui sont là. De tous les partis que vous voyez là, le chef RB, UN, tout le reste, PRD, tout ça, c'est l'échec. Qui fait venir, et ceux qui disent, alors nous, on est des financiers, et pourquoi pas nous-mêmes? C'est ça la question que je pose. Maintenant, pour moi, personnellement, je pense que chacun doit rouler dans son couloir de circulation.
les bureaucrates pour gérer l'appareil d'État dans leur quelque chose, les compradors dans leur couloir de circulation. Je n'approuve pas le fait que les hommes d'affaires s'immiscent en politique. Non. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes, ils n'ont qu'à s'occuper des affaires et tout le monde est bien comme ça. Mais vous reconnaissez que l'expérience de Berlusconi en Italie n'a pas été concluante, bonne pour le peuple italien. On a fait qu'il prend l'appareil d'État en main. Et vous avez vu la dynamique, l'approche du privé n'est pas la même chose que l'approche du public. L'approche du privé. Non. Je pense que l'approche du privé, c'est différent. C'est d'abord le profit absolument, à tout prix, pour son entreprise et pour les affaires, c'est normal. Pour son capital, c'est normal. Du public, c'est l'intérêt général. L'approche du public, je suis plus ici d'abord, c'est l'intérêt général. Du coup, ce n'est pas la même approche. Si on donne le pouvoir d'État à des hommes d'affaires, on aura des déboires aussi, encore peut-être plus grands que ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'ils vont tout privatiser, en leur faveur. Non. Je dis, chacun dans son couloir de circulation. Oui, mais vous reconnaissez que les bureaucrates ont échoué et vous pensez qu'à leur côté, il n'y a plus que les hommes d'affaires et vous leur déniez le droit de... Non, les bureaucrates ont échoué à satisfaire les hommes d'affaires, c'est tout. Hein. Les bureaucrates ont échoué à satisfaire les intérêts de ceux qui sont financiers en dessous. C'est tout. Ils veulent ne pas échouer par rapport... Ils ne feront pas les autres, ne feront pas mieux que les bureaucrates font, hein, quand ils vont venir au pouvoir. Non. J'ai de l'amitié, ou bien pas l'amitié. Je respecte beaucoup les hommes d'affaires. Et je veux qu'ils soient là. Et j'ai défendu Talon lorsqu'on le pourchassait. Et non, mais c'est un homme d'affaires. Mais il arrête, Béninois, pourquoi vous le pourchassez? C'est avant tout les Béninois. Je défends les Béninois d'abord d'affaires. Je défends par exemple le groupe pétrolier contre Bolloré. Mais qu'ils soient dans leur couloir de circulation. Pas d'intercession. Non. Je ne suis pas d'accord. Avec les moyens colossaux que vont éjecter donc ces hommes d'affaires dans l'électorat, vous envisagez peut-être une victoire de l'un d'entre eux à l'issue de la prochaine présidentielle? Si, comme on le voit aujourd'hui, la même logique se déroule, comme la vie aux élections législatives et communales locales, pas de doute, c'est l'argent qui va remporter, le plus fort va l'emporter en argent. Le plus fort va remporter la victoire. C'est ce que vous appelez rien de bon en 2016? Pour le peuple, oui. Pour le peuple. On va parler à présent du processus électoral, notamment le calendrier électoral que la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public il y a quelques semaines. Votre lecture de ce calendrier? Ce calendrier a été rendu public, voyez-vous, il y a eu des problèmes très simples. 2 articles ont été... On a 2 articles dans la loi électorale qui se contredisent. Lesquels? 44 et une autre article 239. Enfin, j'ai oublié le second article. Mais 44, l'article 44 et l'article 200 et quelques. Et que disent-ils? Voilà. 44 dit ceci. Que la liste est déposée. La liste est déposée 45 jours avant, disons, le premier tour, non, avant le premier tour du scrutin. Pardon, avant le déposé, est déposé 45 jours avant, disons, les candidatures, les candidatures sont déposées 45 jours lundi avant le premier tour de l'élection. Hein? L'autre dit 45 jours avant, disons, j'oublie le terme qu'elle dit. Quand vous voyez les 2 articles ensemble, les 2 se contredisent. Et la Sénat a utilisé l'un, qui permet de mettre, disons, le dépôt du 9 janvier au 13 janvier. Si on prend le second, l'article 200 quelque chose là, il fallait mettre ça alors en décembre. Voyez-vous, la candidature doit se déposer. Voilà, l'article 44 dit ici. Le premier tour, la candidature doit être déposée 45 jours avant, et disons, 45 jours. Le premier tour du scrutin, n'est-ce pas? Non. Avant le début de la campagne électorale, voilà. Donc, l'article 44, je crois, dit ceci. Les candidats doivent être déposés 45 jours avant le début de la campagne électorale. Le second article, dans la même loi, dit ceci. Le candidat doit être déposé 46 jours avant le premier tour. C'est pas la même chose. Lisez bien les 2 articles. Si on prend le premier
Comment se fait-il que ces deux articles sont dans la même loi et que la Cour constitutionnelle qui contrôle la constitutionnalité n'a pas été en mesure, d'abord 83 députés n'ont pas été capables de détecter ça. La Cour constitutionnelle, composée de hauts magistrats quand même, n'a pas non plus vu venir le danger. Écoutez, ce code électoral est bancal. Je suis un juriste constitutionnaliste. Quand je le lis là, il me dit trop de fausseté, de choses mauvaises là-dedans. Le code électoral actuel est bancal. Deux articles qui se contiennent la même chose. On le dit, il faut 45 jours avant le début de la campagne électorale, l'autre dit 45 jours avant le premier tour. C'est pas la même chose. Et les députés ont cautionné, ils ont voté ça. Ils ont voté ça. La Cour constitutionnelle a validé. Alors du coup, le président de la Sénat choisit ce qu'il arrange. Mettre 45 jours avant le premier tour. Ce qui fait qu'on met les dépôts au 9 au 13 janvier 2015. 2016, pardon. Si on met, disons, l'article 239, ça fait donc 15 jours à moins. Ça tombe en décembre 2015. C'est que certains candidats, dont on dit qu'ils peuvent être candidats en 2016, ne sont plus candidats. Donc ils ont mis ça en 2016 pour qu'on dise que l'année commencée est dite achevée. À nous, tous, pro completo abetou. Voilà. Donc vous soupçonnez quelque chose à ce niveau. Tout à fait. C'est pas hasard. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Qu'on veut déjà nous faire avaler une couleuvre. Puisque la décision de la Cour constitutionnelle dit ceci. Une année commencée due est estimée comme complète. Alors que c'est un principe, n'est-ce pas, disons, rural, n'est-ce pas, de peuple latin, qui a surtout le plan financier et le plan constitutionnel. Donc, il applique pour nous. Du coup, celui qui aura 40 ans en septembre 2016 peut être candidat en février 2016. C'est ça la question qui est posée? Qui est une aberration, c'est un coup d'État constitutionnel. Je pèse mes mots, je suis un constitutionnaliste, je pèse mes mots. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel. Et déjà, ça veut dire que les résultats qui seront donnés, qui seront proclamés par la même Cour, sont déjà invalides. C'est-à-dire pour nous, disons, sans crédit. Alors, dans cette dynamique-là, la Cour constitutionnelle, sur la décision que vous incriminez, une fois validée par les députés, certains députés de la majorité parlementaire, aurait expliqué aux députés qu'elle a jugé la question qui lui a été posée sur la base de l'article 26 de la Constitution qui parle de l'égalité de tous devant la loi et non de l'article 44 qui modifie l'âge de la candidature. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Là, c'est proprement une honte. Je ne sais pas si c'est une honte. Voyez-vous, des juristes ne peuvent pas lire des choses comme ça. Ce qui est concerné directement, c'est l'article 44 qui parle de l'âge requis pour être candidat aux élections présidentielles. Ce n'est pas l'égalité. L'article 26 parle de l'égalité entre citoyens. De quoi qu'on a à voir là-ci? Qu'est-ce qu'on a à voir avec la question de l'égalité ici? C'est la question de l'âge requis pour être candidat qui est posée comme problème. Pas le requérant. Il le dit ouvertement. Donc, la question substantielle, c'est la question de l'âge requis pour être candidat au présidentiel. Et la question de l'égalité entre l'autre qui a été admis, non. C'est faux. Si on évoque la question de l'égalité, l'article 26, c'est à titre subsidiaire, éventuellement, mais pas substantiel. Mais non. Je vais abonder dans le sens que James William Gbagi dit. Et pourquoi, depuis, la Cour n'a pas reprécisé sa décision à travers un communiqué ou une autre publication? Mieux, un citoyen l'avait sollicité pour donner son avis parce qu'il estimait qu'il n'aura pas 40 ans au moment du dépôt de son dossier. Est-ce qu'il pourrait se présenter? La Cour a dit qu'elle n'est pas là pour donner d'avis. Et c'était une occasion qu'il a donnée à la Cour qui devait lui permettre de repréciser l'intention de sa décision. J'avais écrit un truc à l'époque, donc en date du 27 août 2015, où j'ai estimé que ce que les députés ont parti faire là-bas, c'est qu'ils veulent nous faire avaler la couleuvre de la Cour constitutionnelle. D'abord, premièrement, quel cadre légal constitutionnel, disons, autorise la démarche des députés d'aller demander explication sur une décision? Rien ne l'autorise. Rien ne l'interdit non plus. Non plus. Mais rien ne l'autorise non plus. Il l'aurait fait pour, quand la Cour leur a demandé d'aller voter un truc le 31 janvier, décembre, ils ont été voir la Cour, non? Donc, rien ne les autorise officiellement d'aller les voir.
Deuxièmement, la question qui est posée ouvertement par le requérant, c'est question liée à l'article 44. Il dit ceci, le bureau politique, en prenant cette décision, a fait une lecture erronée de l'article 44 de la Constitution béninoise. En effet, par cette lecture faite, le bureau politique confond 40 ans au moins à 40 ans révolus au moins. Cette disposition ne saurait donc s'appliquer qu'en tenant compte de l'année de naissance et non des mois et jours. C'est ça le requérant dit. Donc ce n'est pas un point d'égalité là. C'est clair et net, il s'agit de l'article 44. Et la décision aussi, dans cette dispositif, on le dit ouvertement. Alors, la Cour dit ceci, considérant que cette dernière disposition, c'est-à-dire l'article 44, qui est visé là maintenant, alinéa, dans son 4e tiré, indique que pour être candidat à l'élection du président de la République, il faut être âgé de 40 ans au moins. À la date du dépôt de candidature, que la date du dépôt de candidature pour l'élection du président de la République se situe dans l'année de l'élection, qu'il en résulte que pour être candidat à l'élection du président de la République, il faut être âgé de 40 ans au cours de l'année de l'élection. Que l'âge atteint par une personne au cours d'une année civile donnée, c'est-à-dire à une date quelconque de cette année, correspond à l'âge atteint par cette personne au 31 décembre de l'année en question, en application de l'adage latin, n'est-ce pas, qui dit « Annus inceptus pro completo habetur ». Non, c'est visé 44, c'est pas autre chose. Non, c'est pas 26. Ça n'a pas de sens, cette démarche et la déclaration du président de la Cour constitutionnelle. Non. C'est clair. On n'a jamais entendu officiellement le président de la Cour constitutionnelle s'exprimer. C'est eux qui ont le rapport. Ça veut dire que c'est eux qui nous lisent, qui amènent le peuple à l'abattoir. Croyez ce qu'ils disent, c'est un mensonge. Et puis, c'est pas possible ça. Est-ce que un commentaire de décision de justice le modifie? Est-ce que quand il commente une décision de justice, ça modifie la décision? Non. Un commentaire pour les juristes qui commentent des décisions de justice, ça a valeur, n'est-ce pas, tout au plus de doctrine, mais pas de décision, oui ou non. Donc, du coup, ça ne change pas l'intégrité de la décision. C'est pour ça que beaucoup de personnes, de Béninois, s'interrogent sur le fait que... on prépare activement quelqu'un qui n'a pas 40 ans et candidat en février 2016. C'est clair pour moi. On ne peut pas quelqu'un, par cette décision, c'est fait sciemment, consciemment, il ne veut pas modifier ça. On prépare quelqu'un, dont je vais entendre jeter le nom ici, on prépare quelqu'un à être candidat sans avoir 40 ans, révolu en février 2016. C'est sûr. Attendez, vous allez voir. Et vous pensez que dans cette circonstance, quelqu'un peut l'emporter? Si la Cour aujourd'hui déjà fait du faux, et c'est la Cour qui dit en premier et dernier ressort qui proclame, mais il y a des risques qu'il soit élu. Même s'il peut avoir 2% dit qu'il est élu, qu'est-ce que vous l'avez dit? La Cour, les décisions de la Cour sont sans recours. Et cela implique, nous amène à vous demander ce que vous pensez de la crédibilité de tous les organismes mis en place pour conduire le processus électoral dans notre pays, la crédibilité de ces institutions. Ces institutions sont toutes désormais disqualifiées pour faire des élections crédibles au Bénin. Je vous dis, j'ai suivi plusieurs élections dans plusieurs pays du monde entier. C'est mon travail à moi, comme constitutionnaliste. Mais les institutions qui sont là, en partant de la Sénat, en allant maintenant à la Cour elle-même, qui dit la décision en premier et dernier ressort. Mais il n'y a pas de crédibilité. Nous sommes dans un imbroglio indicible, écoutez, qui fait injure à l'intelligence béninoise. Qui fait injure. Déjà, la Sénat applique dans le même code électoral un article qui favorise celui-là en 2016. De mettre d'appliquer un article qui dit qu'il faut déposer en décembre pour les élections qui vont lieu en février. On dit qu'il faut déposer en chose pour... Ça veut dire quoi? Donc, du coup, c'est que nous sommes déjà dans un imbroglio où un schéma est déjà tracé, où le peuple va aller faire un cinéma pour avaliser un schéma déjà en cours. Toutes les institutions, moi, je ne crois pas. Heureusement maintenant que, pas heureusement, on a vu l'une là, qui en 2016 a interdit les libertés d'expression aux gens, qui maintenant pleurent parce qu'on ne lui donne pas les moyens de fonctionnement. C'est un vrai problème, bon, ça fait leur affaire.
Vous voulez parler de la haute autorité mais c'est ça. de la communication. Je le soutiens parce qu'il faut quand même qu'ils aient les moyens de l'État. Pourquoi d'autres ils n'ont pas quelque chose? Il faut qu'ils fonctionnent. Donc la RAC a raison de dire non, pas de moyens. Et le peuple doit dire donne les moyens à la RAC. Je leur dis ça moi aussi. Ne pas qu'ils se mettent là pour nous racher et empêcher qu'on s'exprime et interdire les journaux et les presses qui donnent la liberté au peuple de s'exprimer. Non. Ça, c'est mon point de vue. Merci à vous. On va poursuivre. On va poursuivre cette fois-ci et abonder dans un autre domaine. C'est le projet ferroviaire Bénin-Niger, le dossier dont vous avez vous-même exprimé la volonté de parler. Il y a eu signature il y a quelques semaines d'une convention entre le Bénin, le Niger et d'une part et le groupe Bolloré, d'autre part le groupe industriel, qui donc permettra à ce groupe de réaliser le chemin de fer Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey. On a entendu le Parti communiste du Bénin opiner plusieurs fois sur le sujet. Quelles sont les raisons de vos prises d'opposition? En fait, merci, monsieur le journaliste. Cette question est une question d'actualité brûlante qui interpelle tout citoyen béninois, tout patriote. En fait, le PCB ne s'est pas exprimé en tant que tel. C'est la Convention patriotique des forces de Gaulle qui s'est exprimée là-dessus. Et qui a réussi à fédérer les autres forces pour qu'on forme maintenant ce qu'on appelle le comité de suivi des organisations pour des rails modernes au Bénin. Ce que j'ai appelé, n'est-ce pas, Coramo. Bon. Et en quoi consiste ce dossier brûlant? Il s'agit, j'ai été approché par des patriotes qui sont justement, même à des niveaux influents de la chose, des techniciens de la chose, pour dire que notre pays est l'objet d'un complot. Quel complot s'agit-il? Que les chefs d'État des pays concernés, 4 pays plus le Togo, ont décidé de faire des rails modernes au Bénin. Ils ont décidé de faire des rails modernes. Ils ont commis deux cabinets. Tous les deux, un cabinet tchèque et un cabinet français. Le cabinet tchèque, j'ai oublié le nom, le cabinet français s'appelle Sofreco, français, qui ont fait l'étude de la boucle ferroviaire entre les 4 pays plus le Togo. 5. Et qui ont dit qu'il faut des rails modernes aujourd'hui. L'UEMOA, sa décision depuis 2014, demande à tous les États africains de se conformer aux normes standards. Donc l'écartement de 1435 mm, qui est standard aujourd'hui. Et que tous les anciens pays, qui ont les anciens modes de rail se conforment à cette directive de l'UEMOA. Sans oublier aussi la directive, n'est-ce pas, de l'Union africaine et celle même de l'Union internationale des chemins de fer. Tout ça font déjà désormais de la décision pour notre pays. Donc ils ont négocié. Et ils ont commis donc les deux cabinets qui ont fait des rapports précis. Et on a vu des financiers qui sont venus pour venir faire les rails chez nous. Les Chinois se sont présentés pour faire ces rails-là. Des Nigérians qui sont en train de revoir leurs rails parce qu'ils sont en train de prévoir un rapide, n'est-ce pas, Lagos-Abidjan. Pas Cotonou, bien sûr. Train. Ils sont en train de revoir leurs choses. Ils veulent faire Lagos-Abidjan maintenant, c'est pour rails modernes. Viennent pour présenter au chef de l'État, il ne l'a pas reçu. Il est boni. La délégation nigériane. Donc c'est après ça que brusquement intervient Bolloré, qui n'était même pas soumissionnaire, et disons, alors l'appel d'offres lancé à l'époque, et où Petronet a été gagnant. J'ai tous les éléments là-dessus. C'est pas normal. Bon, donc ça fait un élément à part. Le fait n'est-ce pas d'exproprier quelqu'un, ça fait quelque chose. Mais c'est que Bolloré choisit une option technique grave pour notre pays. C'est de mettre la rail métrique. Ça veut dire que ça a quoi? C'est les rails qui n'ont plus de wagons ni de locomotives aujourd'hui modernes. C'est tout vieil, il y a jeté par-ci par-là qu'on va aller faire et nous repeindre. Deuxième chose, ça nous coupe le Bénin des autres pays comme le Nigeria. Comment ça? C'est-à-dire que si on fait les rails métriques chez nous, le Nigeria fait les rails standards, quand on va prendre les rails de Cotonou, les rails métriques, c'est les rails de 1 mètre d'écartement. La norme standard, c'est 1 mètre 435 mm, qui est standard dans tout le monde entier aujourd'hui. Maintenant, si on fait les rails métriques au Bénin, et qu'à côté, ils font un rail standard, si on prend le train du Nigeria pour venir à Cotonou, on va s'arrêter où?
À la frontière, bien sûr. Et il faut descendre les personnes et les biens. Pour ça. Non, ça nuit entièrement à ce qu'on appelle au principe de la circulation des personnes et des biens dans la CEDEAO. Et ça plombe notre pays parce que les rails métriques là, qui n'ont plus de tout moderne, il faut les modifier tous les 5 ans. Il faut des surcoûts là-dessus. Ça nous fait dépendre encore de Bolloré. C'est grave. C'est extrêmement grave pour notre pays. Ça plombe parce que pour faire les rails, il faut au moins 5 ans. Or, la directive de l'UEMOA dit qu'il faut que dans 25 ans, vous soyez à jour. Si on fait avant de finir les rails métriques là, on va déjà consommer au moins 6 ans dans les 25 ans. Mais écoutez, on va où? Donc, sincèrement, j'ai estimé que c'est une agression de Bolloré contre notre pays. Sur ce même plateau, il y a l'ancien bâtonnier Jacques Migan qui déclarait que sous le général Mathieu Kérékou, il y avait un État qui s'est proposé gracieusement de nous offrir ces rails métriques et le gouvernement du général Mathieu a dit non. Mais pourquoi les mêmes rails aujourd'hui? On les ramène. Est-ce qu'il y a comment on peut expliquer ça? Il faut dire que le maître Migan a beaucoup écrit sur la chose. Je le connais. Comme d'ailleurs, j'ai beaucoup écrit sur la chose, moi aussi. Donc, mais ce n'est pas normal. Le simple patriotisme va dire non. Non. Parce que là, ça nous plombe pour les années. Et encore, tenez-vous bien, ces rails qu'on veut construire, et pour lesquels ils ont signé l'accord, n'est-ce pas, le 3, je crois, le 13 août à Niamey, principalement, seront destinés uniquement pour le transport de marchandises. Pendant 6 ans, il n'y aura pas de personnes. Parce que justement, c'est pour faire transférer les mines d'uranium de Niamey, de Cotonou, c'est tout. Et en temps, on est là. Et en temps, on est là. On sera perclus, c'est-à-dire vraiment perclus pour des années. Parce qu'on va décider comme ça. Ce n'est pas normal. C'est une agression. Et ça, je dis au peuple béninois, il faut s'opposer à cette agression de Bolloré pour qu'il nous impose des rails vétustes. Deuxième chose, du point de vue du droit et du respect du patriotisme, il n'est pas normal que quelqu'un qui est derrière le marché, qui a été soumissionnaire, à qui on a des choses, si vous le remettez en cause, il faut lancer encore un autre appel d'offres d'abord. Et que le second à qui vous donnez ça soit soumissionnaire. Ce n'est pas le cas. Vous n'est pas soumissionnaire de l'appel d'offres. Non. Donc c'est un rôle d'offre juridique qu'on a fait contre le groupe pétrolin. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord. J'ai dit non. Si je vois, comme il est dit tout à l'heure dans ma logique, un citoyen béninois qui a les mêmes surfaces financières, les mêmes types technologiques qu'un de l'étranger, devant un appel d'offres, je choisis le béninois. C'est clair pour moi. Le gouvernement estime que Samuel Dosso Aworé et le groupe pétrolier n'ont pas la surface financière nécessaire pour réaliser la boucle ferroviaire. Et justement, c'est cela qui expliquerait que le groupe pétrolier n'a été décelé au profit de Bolloré. Je ne veux pas être ici défenseur de pétrolier. Vous savez, pétrolier, ce n'est pas le défenseur. Mais ce que je crois, c'est qu'ils sont capables. Parce que justement, je vais vous dire ceci. Ils sont avec d'autres groupes français. En fait, il y a là 2 groupes français qui se battent d'ailleurs. Le groupe, disons, Africa Rail, dans lequel est lié le pétrolier, et il y a des Français là-dedans. Donc il y a 2 groupes français. Mais eux, ils ont accepté ce qui me plaît, moi, de faire des rails modernes. C'est que Pétroline et son groupe ont accepté de faire des rails modernes. Et moi, je suis d'accord que ce soit français ou pas, je m'en fous. Je veux avoir des rails modernes chez moi. Mais sans escroquer quelqu'un qui a déjà acquis la chose. Non. Il y a un rôle d'offre juridique sur lequel je ne suis pas d'accord. Je suis juriste. Et ça va entraîner désormais des dédommagements lourds pour notre pays. Ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé a-t-il un rapport avec le pacte colonial? Absolument. C'est ça qui fait que... Si vous dites ça, alors qu'un groupe français est de l'autre côté également, où se trouve le rapport avec le pacte colonial? Justement, le pacte colonial, le groupe Bolloré, le groupe qui est lié à France-Afrique. Oui. Le pacte colonial qui est préparé à la France-Afrique. Dans lequel, dans l'élément, il est en action d'affaires, avec notre Premier ministre par hasard, Bolloré Vincent. Et c'est le Premier ministre qui allait justement signer Premier ministre, bien sûr, notre Lionel Zissou. Donc, moi, c'est un rapport d'affaires aussi. Vincent Bolloré et Lionel Zissou. Dans sa présence à Niamey. Donc, c'est 2 Français qui le signent de l'accord entre eux. Il est plus français que Benoît, c'est sûr. Donc, vous dites, alors, c'est le pacte colonial. Sinon, quand vous avez accepté qu'on fasse aujourd'hui, en plein 21e siècle, des rails vétustes qui n'ont plus nulle part d'usine pour ça, pour les fabriquer. Non, des locomotives, des choses, c'est pas possible. On les repeint pour vous. Non, mais non, écoutez, on va où avec ça? Ça là, je dis aux gens, je dis au peuple béninois, il faut vous lever pour combattre
absolument ce contrat-là. Pour 2 raisons. La raison, c'est qu'on nous recule. Deuxièmement, parce qu'encore, disons, ils sont en train d'escroquer un Béninois. Voilà. Mais est-ce que le Parti communiste du Bénin dispose de moyens, et puis généralement, en fait, l'État béninois dispose de moyens pour remettre en cause cette convention qui a été signée déjà à Niamey? Oui, ça sera remis en cause. Parce que, écoutez, d'abord, il y a quelque chose qui est très, très extrêmement grave, s'il vous plaît. Des ministres viennent dire qu'on nous fait quelque chose de gratuit. C'est trop grave même. Dans quel pays une entreprise privée qui a pour mission de faire des profits va construire quelque chose de 700 milliards quelqu'un, gratuitement, sans intérêt? Non, ça veut dire que tu le fais, c'est contre votre pays. Si on dit chez moi là, même on peut avoir de biens et aller quand on CAFA pour dire vraiment, ce bien-là, c'est vraiment bien. C'est bizarre ça. C'est un complot qui est en cours. Si on vient nous dire qu'on va construire sans un sou délié par le Bénin, et par là, on veut contourner l'autorisation parlementaire. Ça pèse au Bénin, ils vont aller demander nécessairement que le Parlement n'est pas autorisé. Il n'y a pas un frein, donc le Parlement est écarté. Je dis, les députés ont le droit d'interpeller le gouvernement, comme il l'a dit. Vous lui avez envoyé une lettre ouverte. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que certains ministres ont pensé, ont dit que ce que Bolloré veut nous faire, c'est à titre, c'est gratuit. Et pourtant, ce qui s'est passé à Niamey, le document signé permettra au groupe Bolloré d'obtenir auprès de l'Agence française de développement environ 400 millions d'euros de subventions dans le cadre de ce projet. Peut-on parler de gratuité? Il n'y a pas de gratuité dans ce cadre. Il n'y a pas de gratuité, puisque il y a financement chez nous. Si la France finance quelque chose, la même France a refusé entre-temps de financer le tour de rail de Sankara. La bataille de rail de Sankara. Il dit qu'il faut le rail qui relie Ouaga à Niamey. Passant par disons, Fadang Gourma. Ils ont refusé de financer. Et après, on l'a tué. Maintenant, la même France maintenant finance ce qui est un intérêt derrière. Contre notre pays. Je dis bien ceci. Je dis à tout le monde. Ceux qui signent cet accord-là, s'il y a des retours demain, ils répondront de leur propre poche, pas le delta béninois. Des dommages que le contrat va causer, puisque ce qui est sûr, le gouvernement va faire recours judiciaire. Justement, en tout état de cause, si on remet en cause aujourd'hui la signature avec le groupe Bolloré, il peut y avoir également un impact. Mais il vaut mieux faire ça et réparer qu'on nous impose ce qui va se passer actuellement. C'est vrai. Il vaut mieux arrêter ça très tôt. Parce que vous dites ceci, on me dit oui, vous n'avez comme rien. Le peuple béninois a des traditions. Et je compte sur le peuple béninois pour faire échec à ce complot-là. Je compte sur ça parce que vous êtes citoyen béninois. Comment vous expliquez l'absence de nationalisme dans notre pays? Bolloré, qu'un président soit de l'UMP ou du Parti socialiste, il voyage toujours avec le président de la République. On fait la promotion des hommes d'affaires français qui voyagent chaque fois avec le président de la République. Mais au Bénin, pourquoi on cherche toujours à écarter les nationaux qui ont même la possibilité, la suffisance financière de faire telle ou telle réalisation dans son propre pays? C'est dommage. C'est lié à quoi selon vous? Au pacte colonial. C'est-à-dire que la France, qu'on ait un gouvernement de gauche, de droite, quand il y a un homme d'affaires français, on le promeut partout. On doit promouvoir nos hommes d'affaires béninois. Je veux des Bolloré béninois qui aient des choses et qu'ils promeuvent, que ce soit pour moi, j'irai avec eux pour promouvoir leur production à l'extérieur. Il faut ça désormais, s'il n'y a pas de développement. Il faut ça désormais. Chez nous, là, non. On vous impose des choses et vous niez vos propres citoyens pour faire partie d'autres. C'est grave. Et c'est à vous, les jeunes, de changer cette situation un jour. Sinon, on est foutu. Tous les pays font ça. Les États-Unis le font. Et la fois dernière, c'était en juillet, je me suis mis à souvenir exact, juillet 2014, il était à Paris. Le gouvernement français a pris un décret appelé le décret de patriotisme économique, qui refuse les délocalisations des entreprises françaises à l'extérieur au détriment de la France. Alors, pourquoi nous ne ferait pas chez nous aussi, pour n'en pas un décret de patriotisme économique, qui promeuve nos propres citoyens, qui ont des capacités, j'en connais, qui peuvent aller loin.
Si les Adjavon, les Sativi, les Talons, on leur donne les moyens, faites cela, il faut faire ça au Bénin ici. Allez-y, on vous donne les marchés. Dans les marchés publics, il faut qu'on donne priorité aux Béninois sur les étrangers. C'est quand ils ne peuvent pas, financièrement, qu'on va faire d'autres. Si on fait ça, nous allons nous développer. Sans ça, on se développera jamais. J'ai oublié l'opérateur économique de Souaoré, qui sont mes informations, il y a des moyens. Si on n'a qu'à les laisser promouvoir nos propres entreprises au Bénin, pourquoi voulez-vous donner ça à d'autres étrangers? C'est pas bien. Je suis fermement contre. Et c'est toujours le pacte colonial qui fait ça. Et ce qui est bizarre, c'est que quand ça arrive là, les gens, vous voyez, la classe politique se terre. Ils sont très. Pourquoi ils ne parlent pas? Mais le réveil tardif de l'Assemblée nationale, pourquoi au moment où le débat se faisait avant la signature de cet accord, j'ai écrit 2 jours avant qu'ils parlent. Ils n'ont pas interpellé le gouvernement au Parlement. Comment on peut l'expliquer? Avant qu'ils ne signent cet accord-là. J'ai écrit, j'ai interpellé, on a dit non, parlez, il faut interpeller le gouvernement parce que c'est grave pour nous, même pour la santé du peuple béninois, la population béninoise. Parce que le transport de l'uranate sur des milliers de kilomètres sur notre pays, ça peut provoquer des morts chez nous. Par disons, contamination radioactive. Mais ces matières sont déjà transportées au Bénin. Oui, d'accord, mais pas les titans. Groupes porteurs, Bon, voilà. En tout cas, il faut quand même que le peuple s'occupe de ça. Et le peuple, c'est représenté par les députés. Il faut qu'ils s'interrogent, qu'ils interpellent, qu'ils voient les conditions environnementales, financières et économiques d'un contrat de rail au Bénin. Absolument. J'appelle encore une fois les députés à jouer leur rôle de représentants de ce peuple-là, qui souffre beaucoup. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. On va quitter le Bénin et nous rendre au plan international. Vous avez suivi avec nous la crise au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui a connu en 2014 d'abord une révolution qui a coûté son pouvoir au président Blaise Compaoré. Et puis, il y a quelques semaines, un coup d'État auquel le peuple s'est opposé encore une fois. Et le gouvernement, le gouvernement de transition a pu reprendre ses droits. Aujourd'hui, on parle de la dissolution du régiment de sécurité présidentielle. L'auteur de ce coup d'État, c'est ce genre de soulèvement que le PCB souhaite pour le Bénin d'abord. Il faut dire ceci, que le peuple béninois, nous admirons le peuple burkinabé. Et nous avons fait quand ça a eu lieu, la révolution, le 1er mars de octobre 2014, nous avons fait un meeting de soutien. Et il y a 3 jours encore, on a fait un meeting de soutien dernièrement pour soutenir le peuple burkinabé. Ils sont braves. Les jeunes qui offrent leur part, ils disent, je suis prêt à mourir. Non, ça ne se passera pas chez moi. Je veux que les Béninois réagissent comme ça. Je veux des jeunes, pourquoi pas? Pour nous libérer des griffes de ceux qui nous gouvernent là. Mais les conditions ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Mais les mêmes causes entraînent tous les mêmes effets. Un jour, ça arrivera. Quand? Je ne sais pas. Ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans l'année prochaine, je ne sais pas. Mais un jour, notre peuple réalisera ce que le Burkina Faso vient de faire. Alors, il y avait un pouvoir dictatorial, assassin, incarné par Blaise Compaoré, qui a duré pendant 27 ans. Et qui voulait encore se perpétuer après 27 ans. Le peuple a dispersé ce pouvoir-là par l'insurrection populaire du 30 octobre 2014. En dispersant l'Assemblée, qui leur fait voter la loi pour proroger le mandat du chef de l'État. C'est une révolution. Mais malheureusement, cette révolution n'a pas pu avoir la force suffisante pour l'accomplir entièrement. Il n'a pas pu avoir la force de disloquer l'appareil de répression, l'appareil de force militaire de Compaoré, qui est représenté par le régiment de sécurité présidentielle, qui est resté encore intact. Donc on a assisté pendant 1 an pratiquement à un équilibre instable entre 2 pouvoirs. Le pouvoir du peuple avec le régime de transition, le pouvoir encore demeurant de Compaoré avec sa force militaire qui est là. Il faut qu'un jour ça finisse. Cette dualité va finir. C'est ce qui est arrivé. Les autres ont vu que, attention, on veut les dissoudre. Ah, ils ont pris le devant pour se maintenir, pour restaurer le pouvoir de Compaoré. C'est une action de restauration despotique qu'a tenté, n'est-ce pas, disons, le général Gilbert Diendéré. Mais ça a duré le temps d'un feu de paille. Et ça a échoué. Mais pas quoi? Quand vous le voyez, ce n'est pas la résistance du peuple burkinabé. Et le peuple burkinabé a imposé la volonté, au contraire des hésitations et autres, plan, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Et c'est là que je n'ai pas été heureux de la réaction de mon chef d'État. Non. Qui a contribué un peu comme s'il allait soutenir les putschistes. Non.
Ça ne fait pas digne. Ça ne fait pas digne pour notre pays, ça. Non, mais est-ce que... Alors non, vous dites que le peuple a dit non. Il dit non, votre décision là, non. À quoi? Vous voulez l'impunité au Burkina Faso ici? Des gens qui tuent, on va les faire remettre dans le processus électoral. Et cette histoire que vous avez, les gens disent, on dit oui, il faut une élection inclusive. Ça dit quoi inclusive? Nulle part il n'y a d'élection inclusive. Je le dis en pesant mes mots et en voyant l'histoire du monde entier évoluer. Lorsqu'en 1945, De Gaulle a triomphé, il a fait quoi? Il a fait l'élection inclusive avec les pétainistes pour nazis? Non. Il les a exclus. Mieux encore, les plus grands dirigeants les a pris, les a jugés et certains fusillés. C'est comme ça. Donc, nulle part n'existe d'élection inclusive. J'ai entendu des journalistes dire oui. Ça veut dire quoi ça? Lorsqu'on a fait notre truc en 1990, on a exclu les vieux à partir avec le plafond de l'âge de 70 ans. Parce que qu'est-ce qui empêche quelqu'un de 74 ans, par exemple, maintenant, d'être président de la République? Il est encore en pleine forme. Pourtant, on l'a exclu. C'est exclu les trois prises qui peuvent venir troubler le jeu qui était en cours du nouveau gouvernement. On a dit on les exclut par la Constitution. Donc, toujours à un moment donné, on exclut les gens qui peuvent venir déranger notre processus à nous, c'est clair. Donc, les gens ont raison de vouloir exclure les plus grands partisans de Compaoré qui ont encore les moyens pour pouvoir troubler le jeu pour les démocrates. C'est quoi? Ils ont raison. Maintenant, ils n'ont pas pu le faire en temps. Maintenant, heureusement, ils ont réussi à le faire maintenant. Mais pas la volonté déterminée du peuple qui a réussi à le faire, à soutenir. Faut-il remercier le régiment de sécurité présidentielle d'avoir quand même tenté ce coup d'État et d'avoir échoué? Parce que sans cette tentative, il n'y aurait peut-être jamais eu l'accomplissement de la révolution. Mais c'est au plan objectif, pas subjectif. Le plan objectif, c'est ça leur action a provoqué la chose et puis les gens ont gagné. Mais c'est pour restaurer le pouvoir des Compaorés qu'ils ont tenté. Moi, pour eux, ils ont un peu déterminé, fiers, des jeunes qui se disent non. Là, pour une fois, ils méritent le nom de pays des hommes intègres. Et je leur rends hommage. Je rends hommage à ceux qui sont morts. On a eu officiellement 11 morts et plus de 300 blessés. Je rends encore une fois hommage. Je m'incline devant leur mémoire en disant c'est comme ça qu'on fait une révolution. C'est comme ça que le peuple puisse se libérer. Le peuple se libère. On ne libère jamais le peuple pour un autre. Jamais. C'est le même qui se libère. Par ses propres énergies internes. C'est ça qui a été déterminant pour la révolution. Vous avez traduit vos hommages là à travers un meeting que vous avez organisé. On a organisé cette semaine. Oui, on a organisé le vendredi dernier matin en soutien au peuple burkinabé. On l'a envoyé ça. D'ailleurs, il faut dire que nos amis, ils sont en rapport avec, notamment ceux de la CSTB, ils sont en rapport avec ceux qui dirigent le mouvement là-bas. Ils se sont réunis ici récemment avec la CSTB au niveau de l'intersyndicale africaine de l'UMOA. Et donc, ceux qui dirigent le mouvement là-bas, ils sont en rapport avec la CSTB ici. Ils se battent. Avez-vous parmi les candidats une préférence peut-être pour Bénéwendé Sankara? Je ne sais pas trop. Et ça, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas suivi très près la situation pour dire qui est aujourd'hui pourquoi. Je crois que le peuple burkinabé a les moyens de, je souhaite, de poursuivre sa révolution jusqu'à son terme. Je souhaite. Et que le bon passe et non l'homme qui serait un homme d'Arriva qu'on va faire élire comme président là-bas. Je demande pas le nom ici. Il est homme d'Arriva depuis 15 ans, et lui qu'on fait élire comme président. Bon, on verra bien. Il y a peut-être une petite chose sur laquelle il faut revenir lors de la médiation de la CEDEAO. Est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas tenu compte du rapport de force dès le coup d'État? Est-ce qu'on doit leur reprocher d'avoir voulu donner un peu de gaz au régiment de sécurité présidentielle, quitte à lui accorder l'amnistie, mais quand même permettre au régime de transition de revenir au pouvoir? On avait un processus qui était en cours, un processus légal qui est en cours, constitutionnel qui est en cours depuis octobre 2014, qui est démocratique. Son interruption est condamnable immédiatement. L'interruption de ce processus qui est en cours là est condamnable. Oui, et il faut que la CEDEAO prête à imposer mais non, justement, parce que si on dit il faut inclusif, donc ils vont mettre les barons de Compaoré comme candidats, mais ils ont les moyens encore financiers pour tous les jeux, il faut les exclure. Donc la CEDEAO a en fait été complice. Du moins ceux qui ont représenté la CEDEAO. Parce que le président nigérien n'est pas d'accord avec ça, ils ont dit en parenthèse. Donc ce que Macky Sall et le président Yahibouni ont dit là, c'est comme si c'était des complices des putschistes. Peut-être qu'ils ont tenu compte du contexte au moment où la négociation se menait, parce que l'ambiance était encore survoltée à Ouagadougou. Oui, mais il fallait dire non, vous dissolver cette histoire. Là, ils n'ont pas été dans le sens de la démocratie. Ils ont été dans le sens de l'apaisement. Non, ils ont été dans le sens
de ceux qui sont au pouvoir, il faut mettre cela au pouvoir. Un peu. Et c'est parce que, vous voyez bien, c'est l'expérience béninoise aussi qui montre la chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 1991, lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle, que le président, le résultat donnait gagnant le président Soglo, que le aussi avait ici un peu agi comme ça. Il dit, écoutez, moi j'ai encore les armes, je suis militaire. Vous me donnez l'immunité et je cède le pouvoir à Soglo, ou vous ne le donnez pas, je reste. C'est un chantage. Et c'est ce que nous on a donné. Et on a fait une immunité personnelle à Kérékou. Ce qui est la base aujourd'hui de ce que nous souffrons. C'est l'immunité accordée à Kérékou, qui couvre tous les crimes actuels, parce que tous seront aussi se couvrent de l'immunité. C'est une mauvaise chose. C'était la plus grosse faute contre le peuple, cette immunité qu'on a votée pour Kérékou le 4 avril, 1991. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Il faut faire autrement. Et est-ce qu'on aurait vraiment réussi à accomplir le processus démocratique on aurait réussi en ce moment-là? On aurait parce que nous étions mobilisés encore avec le peuple qui est prêt à faire la révolution. S'il y avait quelqu'un à faire ça, on aurait fait la révolution. C'est eux qui ont empêché la révolution de 89-90. Oui, mais la même situation s'est présentée au Togo. Le président togolais n'a pas cédé. Non, les rapports de force sont les mêmes au Togo et au Bénin en 90. Non. Ce qui fait la profondeur de la révolution béninoise, ce qu'on a fait en 89, c'est l'existence d'un peuple qui a battu longtemps pendant des années, qui a fait la prison avec les gens qui ont fait la prison, la qualité, tout ça, qui ont payé le plus fort, la mort, tout ça. C'est différent au Togo en 90. Si jamais le président Kérékou résistait, il y aurait une révolution réelle. On aurait peut-être dénombré une dizaine de morts, mais on aurait triomphé autrement. On ne serait pas avec là aujourd'hui. Comment entrevoyez-vous la suite des événements au Burkina Faso? Je ne peux pas dire maintenant. La suite, je n'ai que des souhaits. Je souhaite que le processus s'approfondisse. Que le peuple continue toujours d'être maître de son destin. Et ne lui fasse pas dicter d'autres ordres, comme ça se voit bientôt. Car le Burkina Faso est un pays aussi très riche en mines. Et assez désiré par les grandes puissances, et surtout la France là-dessus. Donc c'est possible. Je souhaite qu'il continue comme ça. Que les jeunes n'aiment pas, que les jeunes ne cèdent pas, ne voient pas encore une fois leur révolution confisquée par une classe vorace au pouvoir. Au-delà du Burkina Faso, on a connu d'autres révolutions. C'était en 2010, 2011, un peu partout sur le continent africain, notamment au nord de l'Afrique. Oui. Aujourd'hui, ces révolutions n'ont pas produit les résultats qui étaient espérés, beaucoup de problèmes dans cette Non. Est-ce que le système de la révolution n'est pas un système qui n'apporte pas c'est ça qui apporte beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre la Tunisie et l'Égypte. La Tunisie, la révolution continue encore aujourd'hui. La Tunisie, là, il continue encore de s'assumer comme peuple. Jusqu'aujourd'hui, ça continue encore à Tunisie. Mais l'autre problème de l'Égypte, c'est différent. L'Égypte, l'armée égyptienne a traité le pouvoir un État dans l'État. Et ça n'a pas été... ça continue jusque maintenant. Ça qui a été la situation. Et avec la force des islamistes, les démocrates sont laissés submerger par les militaires qui ont pris le pouvoir. Mais ce n'est pas le même cas en Tunisie, où aujourd'hui il y a là un parti communiste aussi, comme nous qui se bat, qui a des représentants au Parlement. Ils n'ont qu'un député là-bas, donc c'est pas n'importe quoi en Tunisie. Le temps passe très vite. Très vite. Oui. Voilà, nous allons vous donner la parole pour un dernier mot. En conclusion. Et c'est pour dire au peuple d'avoir confiance en lui-même. Ne pas avoir peur dans n'importe quelle situation. Il faut qu'il s'assure qu'il refuse ce qui n'est pas acceptable. Par exemple, l'affaire Bolloré, là, il faut le refuser. Par exemple, ces élections qui ne donnent rien, il faut choisir leur propre voie. Et cette voie doit être la leur, celle qui permet de s'affirmer, qui permet à nos opérateurs économiques d'être maîtres chez eux, qui permet à notre peuple de décider, qui permet à notre peuple de s'instruire dans nos propres langues. Tout ça, c'est important pour nous, pour faire de ce pays-là un pays développé. D'abord, les richesses. Notre pays, avec cette superficie, il y a à peine 10 millions d'habitants, on a assez de ressources, tant matérielles qu'humaines, pour faire ce pays un pays développé. Merci à vous, donc, Philippe Ndjenoumé. Avec vous, nous l'avons abordé aujourd'hui. Plusieurs questions, notamment le communisme en Afrique, le communisme au Bénin également, les perspectives du Parti communiste du Bénin. On retiendra globalement que le Parti communiste du Bénin ne sera pas présent lors de l'élection présidentielle de 2016. Il n'y aura pas de candidat communiste. Philippe Ndjenoumé et les siens ne sont pas partants. Nous retiendrons également que pour la participation au gouvernement, Philippe Ndjenoumé et les siens pensent qu'il faut un pouvoir dirigé
par le Parti communiste du Bénin et ils espèrent que cela arrivera au moment où le peuple décidera de prendre en charge son destin à travers une véritable révolution. Le processus électoral est passé au scanner. Philippe Ndjelmé ne fait pas confiance aux institutions qui sont en train de conduire ce processus électoral. Il est intervenu également sur le projet ferroviaire Bénin-Niger dont il a condamné la conduite jusqu'à ce jour. La crise au Burkina Faso est également revenue dans nos échanges. On retiendra de ce côté-là que le Parti communiste du Bénin et plus globalement la Convention patriotique des forces de gauche se réjouit de la situation au Burkina Faso, de la vigueur de la révolution burkinabé et que le peuple béninois devrait prendre exemple selon Philippe Ndjelmé sur la situation, sur la détermination des jeunes burkinabés. Voilà l'essentiel donc tranquille à Benotin de ce jour débat le dimanche politique. Et voilà, on recevait donc Philippe Ndjelmé qui est né à Kouyogbé en 1948, rappelons-le, c'est bien cela. Ouéglé, voilà, Ouéglé à Tiémé aujourd'hui professeur de droit à la retraite. Il a effectué ses études de droit à Dakar au Sénégal, Brazzaville, à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne avec le titre de docteur en droit. Il est aussi titulaire d'une licence d'histoire à l'Université de Paris 8, écrivain talentueux. Il est admis en décembre 1974 au sein de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques à Paris, entre autres opposants de première heure du régime marxiste-léniniste du général Mathieu Kérékou, dont il a subi en conséquence les rigueurs en séjournant en prison. Séjour carcéral conclu par une évasion spectaculaire en 1984 de la prison civile de Porto Novo, celui que nous recevions pour vous, chers téléspectateurs de Eden TV et auditeurs de Diaspora FM. Et surtout, premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, PCB, président de la Convention patriotique des forces de gauche. C'était dimanche politique sur Eden TV Diaspora FM. Merci de votre fidélité renouvelée. Suivez la rediffusion ce dimanche sur Eden TV à 21h, Diaspora FM à 22h et sur Eden TV également mardi prochain à 21h. Portez-vous bien, à dimanche.